Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le CQFR. Encore une nuit chargée du côté de la NBA avec 6 matchs au menu. Pour détailler tout ça, je suis rejoint par Shai Mamou comme tous les matins. On est obligé de commencer par ça, je pense. Shai, énorme performance de Kevin Durant et des Suns qui sortent un petit peu la tête de l'eau parce qu'on, comme on en parlait hier, c'est période un peu dure du côté de Phoenix. Kevin Durant qui signe un triple-double assez incroyable quand même. 27 points à 9 sur 16. Bon là, jusqu'ici, rien que du classique. 10 rebonds. Ok, on sait qu'il est capable d'aller en chercher. Par contre, 16 passes décisives. Énorme match de KD pour venir à bout des Rockets. Donc, victoire de Phoenix 129-113. Gros match de Kevin Durant. Je sais même pas quoi dire de plus, à part que c'est lui qui a été le capitaine, le leader, le rock de cette équipe de Phoenix hier. Le timing est bien choisi parce que ça commençait un peu à. Ça grinçait un peu des dents. Il y avait les rumeurs sur son mécontentement, sur le fait qu'il était frustré de Phoenix, en tout cas du fait que Bradley Beal n'était pas là et qu'autour l'équipe fonctionnait pas très bien. Donc il a choisi le bon moment, je pense, pour enfiler le costume de playmaker parce que au-delà des 27 points, il y a les 16 passes décisives c'est son record égalé en carrière pour lui. L'activité générale, il a été bon même en défense. Voilà, il a vraiment choisi le bon timing. Après, ses réactions d'après-match montrent que il a, enfin, de son propre aveu, il est évidemment déçu du début de saison, mais il a aucune intention de demander son trade. Bon, enfin, forcément, avec ce qu'il y a eu ces dernières années, dès qu'il y a un semblant de mécontentement de la part de KD, on peut se demander comment ça va se terminer. Mais là, il a choisi le bon moment à Houston, qui a été jusque-là plutôt bon à domicile cette saison, donc pas un match facile. Aidé par Eric Gordon qui s'est fait offrir une petite vengeance sur les Rockets qui l'ont bloqué pendant quelques saisons avant de pouvoir le libérer. Il met 27 points. Et oui, KD, c'est l'un des hommes de la nuit, si ce n'est l'homme de la nuit, avec ce 18e triple-double en carrière et encore une fois, ce bon timing pour réveiller les Suns qui étaient moribonds, inquiétants, tout ce qu'on veut. Maintenant, il faut confirmer, mais KD, en tout cas, a montré qu'il avait, je pense, l'intention d'être moteur dans le réveil des Suns. Ouais, donc les Suns en fait, qu'on fait le break dans le deuxième quart-temps, ils ont passé 43 points aux Rockets et qui ont globalement archi dominé au rebond. On peut noter notamment les 8 points, mais 10 rebonds aussi de Yusuf Nurkic. Du côté des Rockets, bon match, mais quand même un peu en dessous de ses dernières perfs du côté d'Alperen Sengun qui finit avec 24 points et 5 rebonds seulement. Et derrière, quand même, Jalen Green, dont on parlait hier, Mm. qui a plutôt été bon hier, enfin dans cette défaite, 23 points, 5 rebonds, 3 passes. C'est vrai qu'on a eu le sentiment que les autres jeunes des Rockets ont pas su se montrer tout simplement. Ouais, c'est ça. Bah, Sengun et Green ont un peu fait illusion, mais il y a quand même eu, je trouve, une nette domination des Suns. Et c'est aussi le lot des équipes avec des jeunes qui sont en train d'apprendre le métier. C'est peut-être un peu, j'abuse peut-être un peu parce qu'il y en a qui sont là depuis 2, 3, 4 saisons, mais c'est un peu le lot de ces équipes-là. Et Houston, on l'a dit, je pense, sera l'équipe qui va petit à petit redescendre à un niveau plus attendu ou un bilan plus attendu. Et c'est ce genre de match, je trouve, le montre et ça n'empêche pas de progresser, ça n'empêche pas Sengun de faire une super saison. Jalen Green, dont on parlait hier, là, ressort un peu du bois après des matchs compliqués. Et il y aura des matchs comme ça, il y aura des séries comme ça où les Rockets seront en difficulté et où ils apprendront le métier, comme je viens de dire. Ouais, du côté des jeunes qui ont bien pris le métier, il y a le Oklahoma City Thunder. Hier, on était dithyrambique à leur sujet, obligé de remettre une couche. Ils se sont imposés 129-120 face aux New York Knicks. Un énorme duo, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, 36 points chacun, 7 rebonds, 8 passes en plus pour Shai. Voilà, j'ai envie de dire presque comme d'habitude, une équipe qui a joué juste. C'est le moins qu'on puisse dire. 4 balles perdues seulement pour le Thunder dans ce match. C'est une performance assez rare pour être souligné. Et puis un Jalen Williams qui est peut-être finalement avec la montée en puissance de Chet Holmgren, on en parle pas forcément souvent ni beaucoup, alors que c'était quand même l'une des grosses belles surprises de la deuxième partie de saison l'an dernier. Jalen Williams, pardon, qui confirme complètement quand même le talent et puis ce qu'il nous montrait l'an dernier et qui a été déterminant en fin de match, si je me trompe pas, Shai. C'est ça. Je me mélange Shai, je sais plus où donner de la tête maintenant. C'est ça. Mais il faut se rendre compte qu'avec Jalen Williams, ils ont et donc Chet Holmgren, ils ont ce luxe d'avoir différentes options pour accompagner Shea justement. D'un soir sur l'autre, ça peut être Holmgren, ça peut être Williams, ça peut être peut-être parfois Josh Giddey, ça peut même être Dort. C'est ce qu'on disait hier. Moi, j'adore la variété des options qu'ils ont. J'adore la propreté de leur jeu pour une équipe aussi jeune. Tu parlais des 4 pertes de balles, mais
collectivement, ça fait beaucoup de sens. On va pas répéter ce qu'on a dit hier. Ils sont quand même en back-to-back et ils arrivent à gagner un match contre les Knicks. C'est quand même pas l'équipe la plus facile à affronter en NBA. Il y a eu démarrage canon chez Gilgeous-Alexander. Il est formidable. 36 points, 8 passes, 7 rebonds. L'adresse est encore folle, je trouve. Enfin, 13 sur 23. Il n'y a jamais de match où il dégoupille au niveau de l'adresse. C'est extrêmement rare. Et j'en discutais ce matin avec un pote. Je crois qu'il est vraiment en train de remonter dans le classement des prétendants au titre de MVP parce que finalement, OKC n'est plus qu'à 2 victoires de Minnesota. Et si tu es deuxième de l'Ouest, qui est la conférence la plus relevée peut-être, que tu es dans les meilleures équipes au général, bah, ton meilleur joueur doit être encore dans la conversation. Il l'était l'année dernière et là, il est d'une telle régularité que ça va être compliqué de l'écarter de la conversation à nouveau cette année, même s'il y a les extraterrestres statistiques dont on reparlera au moment où on évoquera la course pour le MVP. Mais oui, voilà, OKC, encore une équipe ultra agréable à regarder. Ils font la diff dans le quatrième quart-temps. C'est vrai, tu disais Jalen Williams qui met 17 de ses 36 points dans le quatrième. Il y a 2 paniers importants à 3 points qu'il met dans le quatrième quart-temps qui leur permettent de se détacher. Et voilà, OKC, à nouveau, si vous continuez de faire l'impasse sur cette équipe, de pas la regarder en vous disant, en regardant les mauvaises habitudes ou les réflexes d'une équipe où il y avait beaucoup de joueurs de J-League, où ça changeait beaucoup, il faut arrêter, il faut regarder cette équipe. Ils sont en avance sur le temps de passage, je pense. Tu sais, je suis totalement d'accord. En début de saison, c'est toi d'ailleurs qui avait soulevé la question de la place de SGA parmi les prétendants au titre de Ouais. MVP. Je me rappelle très bien t'avoir dit que oui, je pensais qu'il aurait une place dans la discussion, mais j'avais du mal quand même à percevoir si sa saison dernière finalement était réplicable, s'il pouvait encore progresser. Je me disais peut-être que il était destiné à être ce type de joueur qui va être dans la discussion, mais sans vraiment avoir de chance de pouvoir vraiment être, tu sais, dans les finalistes ou aller chercher le titre. Honnêtement, cette saison me donne complètement tort. Je pense que tu avais vraiment vu juste. Comme toi, je pense que c'est un candidat qui est vraiment plus que crédible cette saison ou d'autres saisons à l'avenir à ce trophée. Impressionnant vraiment le rendement de d'Okessi et de Shea, franchement, j'ai pas les mots. Hier, finalement, même si les autres joueurs n'ont pas forcément été aussi en vue que d'habitude, à 3, en gros, ils ont fait la majorité du taf avec des joueurs super jeunes. Hein. Shea, c'est le plus âgé des 3. Derrière, C'est tu as bon. Chet Holmgren, qui est sa saison rookie. Et le deuxième, c'était Jalen Williams, dont c'est seulement la deuxième saison, mais déjà l'an dernier, qui est impressionné par sa maturité. Bref, une équipe autant kiffante à voir jouer dans le style de jeu que par les résultats. On peut parler un peu d'Enix quand même. Bon match à Ouais. nouveau de Julius Randle dans la défaite. Mm. C'est vrai qu'on a été tous, je pense, en tout cas ici, assez dur avec Randle depuis 2 ans. Là, cette saison, quand même, je trouve qu'il a retrouvé un petit peu vraiment de régularité dans les performances. Malheureusement, là, c'est dans une défaite. Il finit avec 25 points, 9 rebonds, 7 sur 15 au tir. Jalen Brunson, 24 points, 4 rebonds, 7 passes, 9 sur 19 au tir. Et derrière, voilà, derrière, il y a Emmanuel Quickley quand même en sortie de banc. Toujours, ouais. Tu le disais, qui est plus trop dans les rumeurs d'échange Mm. parce que voilà, tout simplement, il enchaîne les belles performances. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu dirais du côté des Knicks? S'il y a quelque chose à retenir de cette défaite, c'est quoi? C'est manque de talent, manque de rotation, une équipe tout simplement plus forte en face? Ouais, ça manque de monde. Enfin, j'ai toujours, j'insiste là-dessus. Mitchell Robinson est super important pour cette équipe. Le nombre d'occasions qu'il provoque avec ses rebonds offensifs, sa défense, enfin, je veux dire, là, les autres font plutôt très correctement le boulot. Ceux qui le remplacent, un Hartenstein. Mais bon, bah, derrière, t'as Taj Gibson dans la rotation. Voilà, c'est un vétéran. Il apporte ce qu'il peut, mais c'est pas. Je trouve que Mitchell Robinson, là, j'espère qu'ils vont réussir à surmonter ça parce que ça, pour moi, ça change quand même leur perspective. Et sur ce match, bah, tu parlais de Randle. En fait, à part les 15 premiers jours de la saison où il a été cataclysmique, c'était le terme, hein, au niveau de l'adresse et tout, on s'est dit, bon, bah, c'est le Randle une saison sur deux, tu sais, il a ce côté un peu irrégulier qui fait qu'une saison, il va être All-Star et celle d'après, il va être détesté par la fanbase à New York. Là, il est quand même sur une saison de très, très bonne facture, je trouve. Son tandem avec Brunson fonctionne bien. J'attends un petit peu plus de RJ Barrett pour les Knicks, qui a été discret, je trouve, ce soir, cette nuit. Mais bon, voilà, les Knicks c'est une équipe stable, plutôt fiable, mais qui, bah, tu le disais, manque peut-être de talent et de profondeur pour que je les imagine faire vraiment quelque chose cette année. Et ça se voit sur ce match-là. Ouais, c'est vrai que RJ Barrett hier, donc c'est 14 points, mais 5 sur 14 seulement au tir. Il a Mm. manqué effectivement une troisième option, je pense, pour pouvoir rivaliser avec le Thunder hier. On va enchaîner avec une victoire fleuve des Bucks 144-122 face à Brooklyn, Ouais. mais contexte un petit peu particulier. Ouais. Shai, je te laisse présenter quand même, surtout pour les Nets, c'était quand même un petit peu complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé du côté de Brooklyn?
Ouais, c'était un peu curieux parce qu'il sortait de cette victoire sous pression où il voulait pas perdre contre les Pistons le soir du fameux record. Et Jacques Vaughn a fait le choix un peu curieux. Enfin, ça arrive, hein, mais ça arrive de moins en moins. Il a mis 3 titulaires au repos, donc Spencer Dinwiddie, Nick Claxton et Cam Johnson. Et il en a mis 2 autres au frigo au bout de 10 minutes. Donc Michael Bridges et Cam Thomas, je crois. Oui, Cam Thomas. C'est ça. Voilà, et Bridges aurait sans doute pas joué s'il n'y avait pas sa fameuse série de matchs ininterrompus d'Iron Man. Là, il a joué 10 minutes après les sorties. Cam Thomas, pareil. Du coup, il a lancé. C'était un match bizarre où il a lancé les seconds couteaux, qui se sont bien battus, qui ont tenu à peu près la distance contre les Bucks, mais au niveau du talent, il y avait le rookie Jalen Wilson qui a été plutôt bien. Qui a fini Ils meilleur ont, marqueur de son équipe, quoi. ouais, Ça voilà. montrait Donc, que c'était quand même c'est ce que disait Yanis après le match. particulier. Et voilà, Yanis après le match disait bon, bah, c'est sûr qu'on connaissait pas du tout les mecs qu'on affrontait, mais ils sont quand même battus et il a fallu quand même montrer qu'on était supérieur. Et bon, bah, sur un match au haut talent, t'as Yanis, 32 points, 10 rebonds, 8 passes. Chris Middleton qui fait un bon match encore, 27 points, 10 passes. Au talent, c'est compliqué. Même le banc des Bucks, Bobby Portis, Campaign, Beauchamp, qui ont été performants. Donc ouais, un match un peu sabordé pour les Nets, voilà, c'est plus si commun que ça avec les nouvelles règles sur le load management. Donc je suis aussi curieux de savoir comment ils ont justifié tout ça, peut-être avec des blessures un peu diplomatiques, mais en tout cas, c'est un. Du coup, en fait, on a été très habitué à ces load management agaçants où 10 minutes avant le match, tu découvres que l'équipe que tu vas regarder, il n'y a personne. Que là, on se rend compte quand même que le système fonctionne bien parce que c'est de moins en moins fréquent de voir des joueurs majeurs être mis de côté comme ça et même des équipes entières comme l'ont fait les Nets cette nuit. Donc voilà, Milwaukee a eu une soirée plutôt tranquille finalement. Ouais, c'est clair. Et puis quand même rassurant de voir Chris Middleton. On a l'impression qu'il y a quand même une montée en puissance Ouais. qui s'effectue du côté de Middleton. On sait à quel point il est important Mm. les ambitions de Milwaukee. C'est une saison donc à continuer. On regarde toujours ses minutes, 32 minutes hier. Et puis comme tu l'as dit, 27 points, 10 passes. Il a été très bon. Du côté des équipes qui sont diminuées, mais pour le coup, une équipe diminuée mais qui a quand même réussi à cartonner, c'est les Cavaliers qui se sont imposés 113-110 face à Dallas. On sait que c'est pas facile d'aller taper Dallas cette saison. Et toujours, cette équipe des Cavs, donc privée de Evan Mobley, privée de Darius Garland, privée de Donovan Donovan Mitchell, ouais. Mitchell, toujours blessé. Et pourtant, une victoire 113-110 face à Dallas. Dallas qui a complètement calé Ouais. sur la fin. Voilà, panne sèche, plus d'essence, plus de fuel et plus de fuel et les Cavs qui sont imposés. Ouais, c'est ça. Les Mavs se sont effondrés. Ils avaient 20 points d'avance en première mi-temps. Ils étaient encore en avance dans le quatrième quart-temps. Et puis il y a eu une espèce de trou d'air, de trou noir, tout ce que tu veux. Pendant 5 minutes, ils n'ont pas mis un panier et ils sont passés de +9 à -5 contre une équipe qui, il faut lui tirer notre chapeau parce que les Cavs, il y a des équipes qui auraient déjà baissé pavillon, je pense. Avec, t'as 2 All-Stars, Garland et Mobley, qui sont absents pour de longues semaines, voire de longs mois. Donovan Mitchell qui est malade, on ne sait pas quand il va revenir. Là, il était avec l'équipe, mais ça fait quand même plusieurs matchs qu'il n'est pas là. Et ils arrivent à se battre, ils arrivent à être suffisamment combatifs dans les matchs pour survivre à des matchs à quasi 40 points de Luka Doncic, comme est 39 cette nuit, et à des retards au tableau d'affichage jusqu'à 20 points de retard. Il faut souligner ce courage des Cavs. Jarrett Allen, je sais pas, Énorme. il a vu André Drummond hier et s'est dit, ah, moi aussi je peux le faire. 24 points, 23 rebonds. Caris Levert, qui lui aussi a été absent pendant une période, qui met 29 points et qui a été clutch dans le fameux run où ils sont repassés devant. C'est lui qui met le panier à 3 points pour virer en tête. Donc les Cavs, malgré ces obstacles, ces embûches, ont gagné 6 de leurs 10 derniers matchs et sont toujours 6e à l'Est, ce qui est quand même bien compte tenu du contexte. Ouais, c'est clair. Je vous redonne les stats comme de Jarrett Allen, impressionnant. Donc 24 points, 23 rebonds, dont 9 offensifs, 6 passes. Donc un match complet vraiment fou. Et Caris Levert, t'as noté ses 29 points, 9 sur 19, mais 7 passes décisives aussi. Donc c'est quand même une équipe qui a su créer du jeu malgré le manque de stars. De l'autre côté, Luka Doncic, 39 points à 14 sur 29 au tir, 7 rebonds, 6 passes. Mais derrière, c'était oui, Ouais. il a manqué d'autres joueurs qui se montrent. Malgré tout, moi j'aime bien les 19 points de Seth Curry. C'est vrai que c'est une des signatures du côté de Dallas dont j'attendais beaucoup cette année. Ouais. C'était un petit peu dur en début parce il était blessé. Mais ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, il y a Dante Exum qui finit avec 13 points,
4 rebonds, 6 passes. Intéressant aussi parce que voilà, le coach Jason Kidd a expliqué que même après le retour de Kyrie Irving, Dante Exum devrait rester dans le 5 de départ. Donc à voir ce que ça donnera quand ces Mavs auront à nouveau leur équipe au complet. Ouais. Une autre équipe qui n'était pas au complet mais qui s'en est bien sortie, c'est les Sixers qui sont imposés 112-92 face à Orlando. Pas facile à faire, surtout que Philadelphie était privé de Joel Embiid. Absolument. Et Sixers, voilà, ils réussissent un joli coup. Sans Embiid, tu pouvais te dire, contre une équipe quand même assez redoutable cette saison, même s'ils sont pas dans la meilleure des dynamiques depuis le début de saison. Philadelphie a fait une grosse perf, même défensive, sans son meilleur défenseur. C'est quand même remarquable. Ils ont limité Orlando à 92 points. C'est le plus faible total du Magic depuis le début de la saison. Et même sans Embiid, avec Paul Reed dans le 5 qui a été bon, 15 points, 10 rebonds, 3 contre. Tyrese Maxey, D'Anthony Melton, dont on parle peu, mais qui est quand même un élément très important, je trouve, chez les Sixers cette année. Et Tobias Harris, 22 points, les deux. Ils ont fait du bon boulot en attaque. Et finalement, Philadelphie continue d'être performant, quelle que soit la version sous laquelle ils se présentent. Là, ça fait 9 victoires sur les 11 derniers matchs, je crois. Je sais plus, je l'avais noté quelque part. 9 victoires en 11 matchs pour les Sixers et leur première partie de saison est quand même franchement réussie. Là, même des matchs comme ça où ça pourrait être compliqué, ils arrivent à battre Orlando. Donc, chapeau aux Sixers et à Nick Nurse qui tiennent bien la barre pour l'instant. Ouais, c'est clair. Orlando qui, honnêtement, qui aurait pu jeter le ballon vers l'océan et le ballon serait quand Ça même rentrait arrivé pas, sur la plage parce qu'ils ont fini moins de 40% au tir, 27% à 3 points. Il n'y a rien qu'allait hier soir. Franz Wagner qui a quand même pas mal déjoué, 24 points, mais 24 points, 8 sur 16, 5 rebonds, 3 passes, ça reste correct, mais il a un plus-minus qui est assez catastrophique pour son équipe. Belle perf quand même du côté de Jalen Suggs, 20 points. Ouais, je sais que c'est un joueur qui est un petit peu clivant, c'est le terme est un peu fort peut-être, mais qui fait des bonnes perfs cette saison, en tout cas, qui a su, j'ai l'impression, se réinventer dans un rôle ouais. sur lequel on l'attendait pas forcément au moment de sa draft, mais finalement ça a l'air de coller du côté du Magic. À partir du moment où il est pas blessé, déjà, il est plus intéressant pour le Magic. C'est Et tu as sûr. raison, il est un peu dans le combat à la défense, là où on l'attendait moins. Il arrive toujours à scorer, à être actif. Donc ça, c'est un bon point pour le Magic. Je voulais parler un peu peut-être de quelque chose qui explique peut-être un peu les relatives difficultés d'Orlando en ce moment après leur démarrage canon. Il y a quelques difficultés à réintégrer Wendell Carter, je trouve. Ouais. C'est lié il a manqué beaucoup de matchs, mais il est toujours limité aussi au niveau du temps de jeu. Il joue moins de 25 minutes à tous les matchs. Et surtout sur cette période-là, il a du mal à être aussi impactant qu'il l'a été même la saison dernière hein, et en tout début de saison. C'est quand même une machine à double-double à la base. C'est un mec qui a un point d'ancrage dans la raquette et je trouve que c'est difficile. C'est difficile, pas que sur ce match-là d'ailleurs. Hein. C'est difficile depuis son retour et faut leur souhaiter que ça revienne parce que c'est un joueur essentiel, je pense, pour leur plan à court, moyen, long terme. Là, il joue 22 minutes, 4 points, 4 rebonds, et il fait 2 contres quand même, mais il n'y a pas d'impact positif alors qu'il était, je trouve, crucial dans leurs résultats, leur très bon tout début de saison et sur même la saison dernière. On en avait parlé, je crois, dans un podcast hein, sur les joueurs comme ça. C'est un joueur avec un profil assez parfait pour une équipe moderne comme veut l'être le Magic. Donc je pense qu'une fois qu'ils auront réussi à réintégrer correctement Wendell Carter et que lui se sentira mieux, je pense que ça ira mieux pour Orlando, qui est quand même encore au top 5 à l'Est, mine de rien. Carrément, non, mais il serait temps qu'il cartonne un peu pour nous permettre au moins de sauver la face, que l'an dernier on cassait les oreilles à toute la rédaction en disant Wendell Carter Jr. il est fort quand même, on était les deux seuls à Shai à même prononcer son nom tout au long de l'année, donc ça serait bien qu'il commence à performer. Allez, dernier match de la soirée, j'ai envie de dire un résultat un peu comme d'habitude, défaite des Wizards 102-132 face aux Raptors. Je vous donne tout de suite la stat, moi encore une fois, je La pense que seule je qui dis que ça, mais t'intéresse. qui m'intéresse le plus. Voilà, donc Bilal Koulibaly sorti de banque, a joué 25 minutes, qui termine avec 10 points, 4 rebonds, 2 passes, 4 sur 8 au tir, donc match complet du côté de Bilal par rapport à ce qu'il peut fournir, mais par contre belle performance vraiment du côté des Raptors qui marchent bien depuis qu'ils ont un peu altéré leur rotation. Là, ouais, Rajakovic a changé son 5 de départ carrément en sortant le MVP de la Coupe du Monde. Ça fait toujours bizarre à dire, mais c'est bien le cas. Dennis Schroeder, qui a été envoyé sur le banc au profit de Gary Trent Jr. Ça a plutôt bien payé parce que les Raptors sont passés à une passe près de leur record de passes décisives, leur record de franchise. Là, ils ont distribué 43 et Schroeder en a donné 10, Siakam 11, Scotty Barnes qui est quand même très très bon au playmaking. J'oublie à chaque fois, dès que je me remets sur un match des Raptors, j'oublie quand même que c'est quand même un joueur très très complet, Barnes, tu vois,
Bah, il est pas loin du triple-double hier, là. Ouais, sur le playmaking, c'est quand même un sacré joueur, faut pas l'oublier. Et voilà, donc les Raptors sont plutôt baladés avec une belle performance collective. Du côté des Wizards, bah, il n'y a aucun joueur qui a été capable d'atteindre la barre des 15 points, ce qui est fou quand même avec vu le profil des joueurs de l'équipe. Je dirais, ils ont plein de défauts, mais c'est quand même censé être des bons attaquants entre les Jordan Poole, Kuzma et compagnie. C'est un peu déprimant pour eux, mais voilà, on va retenir toujours la bonne activité de Bilal, 10 points, 4 rebonds, 2 passes, comme tu disais, en shootant à 50%. C'est toujours la petite éclaircie, même si moi j'aurais presque envie de le voir jouer plus, être dans le 5. Parce que parfois, quand il rentre, C'est clair. le score est déjà, c'est déjà fini pour les Wizards. Donc voilà pour cette rencontre-là. On sait pas trop ce qui se passe du côté de Washington, parce que là, encore une fois, c'est pareil. Là, j'ai l'impression que tout le monde a joué du côté des Wizards. Ils ont fait rentrer, je sais pas, une quinzaine de mecs. J'exagère à peine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Mm. joueurs. 15 joueurs qui ont joué du côté des Wizards. Donc vraiment absolument tout le monde sauf le kiné. Ouais. Bref, c'est dur d'y voir clair, de voir ce qui va se passer. On espère comme pour toi en fait. Je pense, moi, chaque fois je regarde vraiment le temps de jeu de Bilal parce que je me dis il faut qu'il joue. Ouais. C'est pas qu'on est uniquement chauvin, c'est que c'est vraiment un plaisir de voir jouer ce mec-là. Il y a des, t'as l'impression qu'il y a 25 autres franchises dans lesquelles il serait mieux tombé que dans la sienne. Ouais. Par contre, intéressant quand même ce qui se passe de Toronto, du côté de Toronto, ce que tu disais sur Schroeder, je trouve ça intéressant, ce qu'il sort du banc, mais il a quand même été vraiment impactant. Ouais. 9 points, 10 passes sans rien forcer, 4 sur 6 au tir. Elle est toujours aussi compliqué à cerner cette équipe des Raptors parce qu'il y a du talent, il y a des bons joueurs, c'est plutôt bien coaché, mais tu sens qu'il manque un truc. Et c'est dur de voir, de saisir s'ils sont à un rien que ça clique et que ça marche, Ouais. ou si de toute façon ils sont au top de ce qu'ils peuvent proposer, et qu'il faut voilà, repartir sur des plans de jeu un peu différents. C'est ça, c'est l'équipe ventre mou, l'équipe un peu. Ils sont entre deux chaises, hein, c'est aussi simple que ça. Tu regardes le classement même, ils sont 11e, donc ils sont même pas dans le play-in, mais ils ont quand même une marge sur les équipes les plus faibles, celles qui tankent de manière très claire. C'est, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on attend que Masai Ujiri fasse un énorme move, comme il a pu le faire par le passé. Hein. Il a montré que ça pouvait être un GM très très agressif, un président GM très agressif, avec Kawhi notamment. Et là, soit il croit dur comme fer dans ce noyau, et je peux le comprendre. Siakam, c'est un joueur que j'adore. Barnes, à chaque fois, j'oublie que c'est un super joueur. Dès que je me remets sur un match des Raptors, comme je disais, je trouve bon. Il y a quand même Anunoby, donc des joueurs qui ont gagné un titre. Et en même temps, on attend toujours ces gros moves pour essayer de ramener peut-être un joueur qui ressemble plus à un franchise player que ce qu'ils ont actuellement. Donc, tu as raison, c'est une équipe mystère avec un coach qui est spécialisé dans le développement des joueurs. Et en même temps, ils n'ont pas le classement qui va avec le projet de développement, parce que clairement, ils n'auront pas un pic fantastique à la fin de la saison, hein, où je serais très surpris s'ils se mettaient à dégringoler. Équipe, t'as raison, équipe mystère, je sais pas trop quoi en penser. On va encore les mettre dans les équipes qui doivent ou qui sont susceptibles d'être actives à la deadline, avant la deadline des trades, et il va peut-être absolument rien se passer, donc mystère. Ouais, on va suivre du côté de Toronto. Voilà pour les matchs de la nuit. Ce qu'on peut vous dire, c'est que donc samedi, il y aura à nouveau un CQFR, mais ce à quoi il fallait répondre. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. Je vous redonne l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. L'adresse est dans la description du podcast, vous pourrez la trouver sans problème. Aujourd'hui, jeudi, il y aura également la late session de mardi qui sera postée sur YouTube en fin de journée. Vous pouvez aller checker ça. Et voilà, nous on se retrouve demain, Shai, pour un dernier épisode de cette semaine. Non, l'avant-dernier, avec bien sûr maintenant le CQFR Ouais. du samedi. On espère en tout cas que vous passez de bonnes fêtes. Et puis on vous dit à demain. À demain. Ciao.